Salut à toutes et à tous et bienvenue pour ce deuxième épisode de La Table Ronde, notre podcast dédié au football français. Je suis Valentin, j'espère que vous allez bien. L'hiver est bien là, avec sa fraîcheur éternelle, mais pour réchauffer vos petits cœurs, on a essayé de vous concocter une émission de qualité, le tout avec des invités de marque, puisque je suis accompagné aujourd'hui de deux personnes passionnantes. La première, c'est Adrien Mathieu. Merci beaucoup Adrien d'être avec nous. Comment vas-tu ? Bah écoute, moi ça va très bien Valentin, très heureux d'être dans cette émission 11e art pour parler un peu de formation, voilà, discuter de plein de thèmes différents, passionnants. Et voilà, je suis sûr qu'on va avoir plein de choses à dire avec Olivier ce soir. Alors bon Adrien, je vais essayer de résumer tes activités en moins de 3 phrases. Alors tu es initialement journaliste, métier qui te permet aujourd'hui d'écrire pour Le Point. J'ai découvert aussi sur ton compte LinkedIn que tu écrivais des articles scientifiques. Tu es aussi producteur de contenu pour différents médias comme L'Équipe, où tu produis des podcasts, et Au Point aussi d'ailleurs. Et à côté de ça, tu as des activités indépendantes avec les amis de Copa Arena qui produisent vraiment un contenu vraiment exceptionnel. Tu as aussi le podcast Kick-Off avec Alex Descastro. Tu fais régulièrement des live Twitch. Tu gères le compte Twitter Scipionista sur lequel tu es très actif. Mais surtout, et c'est la raison pour laquelle tu es avec nous aujourd'hui, tu es le créateur du podcast Formation Football Club, le podcast dédié aux jeunes joueurs et aux éducateurs. C'est un podcast dont on s'inspire beaucoup, nous, chez 11e art, notamment pour préparer nos émissions, parce que c'est vrai qu'il y a énormément de contenu de qualité. Bon, voilà, j'espère que j'ai pas été trop long pour te présenter, mais voilà, en gros, ton CV, ton résumé. Et donc, notre deuxième invité, aujourd'hui, tout aussi passionnant, c'est Olivier Alberola. Salut Olivier, comment vas-tu ? Ça va, merci beaucoup Valentin. Très heureux de partager avec vous, Adrien. Forcément, on va échanger. Très bien. Alors toi, Olivier, tu es éducateur à la base, éducateur de foot, donc tu as commencé par sillonner plusieurs clubs d'Île-de-France pendant une quinzaine d'années, et ensuite tu es devenu scout pour le FC Barcelone. Et en même temps, en 2019, tu as co-créé avec Alilou Issa une plateforme qui s'appelle Nosotros. J'ai un CV moins bien fourni que Adrien, donc ça va plus vite. Ouais. Alors rentrons du coup dans le sujet Nosotros directement. Donc l'idée générale Ouais. de Nosotros, c'est de mettre en relation des éducateurs et des entraîneurs pour échanger et partager des idées sur le jeu. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus concrètement comment est-ce que vous agissez ? Alors, sur le jeu, mais pas que. En fait, donc comme tu as dit très justement, moi j'ai eu des équipes dans essentiellement dans deux grands clubs de la région parisienne. Et j'avais le sentiment avec Alilou, qui lui, on s'est connu sur un autre projet, que finalement les gens étaient quand même assez isolés, puisque quand on est dans le quotidien d'une équipe, on a toujours un peu la tête dans le guidon, etc. Et que il y a pas mal de gens qui ont des bonnes idées, en France comme à l'étranger, et que l'idée c'était de proposer des choses sous différents formats, qui soient audio, vidéo, écrit, pour essayer d'améliorer ou tenter en tout cas d'éveiller les esprits à minima et possiblement de faire évoluer les pratiques. Ouais, donc tu l'as un peu dit, mais du coup comment ça se manifeste concrètement ? C'est quoi ? Alors j'ai vu que vous organisez beaucoup de conférences. Alors, on avait effectivement commencé par les conférences avant l'apparition de notre ami Le Covid. Covid-19. Et du coup, on a réactivé un projet qu'on avait, c'est-à-dire de faire des entretiens un peu long format, qui détonnent un peu de ce qu'on peut lire dans les différents médias, essayer d'aller un petit peu au fond des choses. Et puis, surtout, on fait de la formation pour les éducateurs, alors sous deux grands formats, soit pour l'éducateur qui lui vient de sa propre initiative s'inscrire à nos formations qui sont online, même s'il existe encore online deux autres sous-catégories, j'ai envie de dire, et ou par l'accompagnement de clubs, alors soit qui sont professionnels. Je pense notamment à l'Olympique Lyonnais, avec lequel on collabore sur la formation continue de leurs éducateurs, chez les jeunes comme chez les un peu plus vieux, chez les filles comme chez les garçons, mais aussi sur des structures un peu plus modestes qui ont envie d'avancer. Ok.
Et j'ai vu que vous aviez un partenariat du coup avec la Sorbonne. Est-ce que c'est juste un partenariat par rapport aux locaux quand vous organisez des conférences ou c'est surtout pour mettre en avant un aspect peut-être un peu plus scientifique, justement s'appuyer sur les connaissances scientifiques de la Sorbonne? Alors moi, en fait, étant professeur de PS de formation, j'ai quelques contacts pour avoir travaillé à l'université de Paris-Orsay sur la Ok. filière STAPS, notamment à la formation des futurs enseignants. On a des contacts privilégiés avec cette université qui en plus est relativement bien desservie, assez centrale, pas très loin des aéroports, en tout cas de Roissy. Et puis les amphis sont plutôt de bonne qualité, l'équipe administrative est hyper réactive, les collègues qui sont là-bas, notamment sur l'activité, sur la spécialité foot, sont à la fois curieux, innovateurs et très sympas en plus. Et donc, on a débuté modestement là-bas avec un petit amphi au départ. Mm. Et puis, petit à petit, c'est monté en régime, j'ai envie de dire, en tout cas en termes de personnes. Et voilà, et on compte bien très rapidement s'y recoller. On vous invitera d'ailleurs avec grand plaisir Ah bah, si vous le volontiers, souhaitez. volontiers, ouais. Parce que moi j'ai déjà commencé à éplucher un petit peu les différents articles que vous faites sur votre site internet et franchement il y en a un qui m'a un peu scotché tellement c'était intéressant donc on Lequel? va celui avec Keith Davis, c'est Ah oui. celui que j'ai commencé Mm. qui est alors c'est assez long, je dois le concéder mais Ouais. c'est très, très intéressant et bon je vais en reparler un petit peu, je pense que je le citerai même peut-être un petit peu dans cette émission parce qu'il y a des passages qui sont très intéressants. Super, bon bah merci beaucoup Olivier. Donc bah, vous l'aurez compris après nous notre première émission dédiée à la culture foot en France qui était plus portée sur l'aspect philosophique. Moi, j'ai décidé de faire une deuxième émission pour vous parler de quelque chose de peut-être un petit peu plus concret aujourd'hui, qui est évidemment le sujet de la formation en France. Et donc c'est pour ça, vous l'avez compris, que Olivier et Adrien sont avec nous aujourd'hui et je vous en remercie encore. Et pour cette émission, j'ai privilégié un format un petit peu original. Alors au-delà du fait que cet épisode sera divisé en plusieurs parties parce qu'on va avoir énormément de choses à se raconter, j'ai décidé de faire un format un petit peu original en faisant 2 émissions en une. C'est-à-dire que vous l'entendrez plusieurs fois dans cet épisode, mais à un moment, vous aurez des interventions d'un ami à nous, chez 11e art, qui s'appelle Pierre Gardan, qui est un ancien joueur de football. Il était gardien de but, notamment, il a fait ses centres de formation à Rennes et ensuite il est parti à Angers. Et on trouvait ça intéressant de mixer à la fois un côté très explicatif qu'on va avoir avec vous deux, Olivier et Adrien, et à la fois le côté un peu plus narratif où Pierre viendra nous raconter son histoire et les quelques mésaventures qu'il a connues, notamment pendant sa formation. Alors pour des raisons techniques, on a dû enregistrer, à des moments différents, c'est pour ça que je ne suis qu'avec Olivier et Adrien. Mais voilà, vous aurez tout au long de cet épisode des interventions ponctuelles de notre ami Pierre Gardan, qu'on remercie aussi, énormément pour avoir partagé son expérience avec nous. C'était vraiment très enrichissant et je trouvais ça très intéressant d'avoir aussi un retour d'expérience pour, illustrer un petit peu tout ce qu'on va dire pendant cet épisode. Et donc on va rentrer directement dans le vif du sujet en écoutant la première partie de cet entretien avec Pierre, où il nous raconte un petit peu, le début de sa formation. Salut Pierre, merci beaucoup d'être avec nous pour cet entretien et pour, nous raconter un petit peu toute ton aventure, footballistique que tu as eue quand tu étais jeune. Avant de rentrer dans le détail de ta préformation, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement, s'il te plaît? Salut, je m'appelle Pierre Gardan, donc gardien de but, ou en tout cas je l'étais. Donc aujourd'hui je suis aux États-Unis. Je viens de finir mon master et donc par le passé j'ai fait un parcours d'aspirant footballeur professionnel entre guillemets classique. C'est-à-dire que j'ai commencé le foot à 6 ans dans mon petit club à Lorient avant de joindre le centre de préformation de Ploufragan à 13 ans. Et à 15 ans, j'ai rejoint le centre de formation du Stade Rennais en tant qu'aspirant pour 3 ans. À 18 ans, donc j'ai pas été gardé par le Stade Rennais et j'ai signé un contrat stagiaire pro de 2 ans au SCO d'Angers. À la fin de ma première année, j'ai décidé d'arrêter. Et là, j'ai eu l'opportunité d'aller aux États-Unis, où j'ai joué en tant qu'universitaire pendant 4 ans, avec donc les frais de scolarité payés, bien entendu. Et à la fin de ces 4 ans-là, j'ai décidé d'arrêter le foot et de partir sur un master à Duke, que je viens donc de terminer.
OK. Juste pour contextualiser un peu pour ceux qui nous écoutent, l'idée de cette discussion initialement, c'était de parler un petit peu, à travers ton parcours, en formation, des potentiels problèmes auxquels peuvent faire face les jeunes, dans la formation en France et l'idée justement, c'était de montrer à travers le parcours de Pierre, comment est-ce que, enfin quelles sont les difficultés auxquelles on peut faire face en tant que jeune dans des centres de formation. Et du coup, l'une des premières étapes dans ta formation, c'était justement que tu es rentré à, comme tu disais, à l'âge de 13 ans, en centre de préformation, en Bretagne, c'est ça? Ouais, donc voilà, en gros, il y en a plusieurs en France, des centres de préfo, et bien sûr, le plus connu, c'est Clairefontaine. Celui où j'ai été donc Ploufragan a sorti notamment des joueurs comme Gourcuff, Marvaux ou Danzé, pour citer les plus connus. Et en gros, à 13 ans, ils lancent quand les joueurs ont 13 ans, et donc il y a des détections qui sont lancées, donc là, c'est sur la Bretagne. Et il y a les 16 meilleurs joueurs, donc 14 plus 2 gardiens sont sélectionnés en tant que meilleurs joueurs, c'est-à-dire que eux détectent les joueurs avec le plus gros potentiel. Ces détections, du coup, comment ça s'est passé? Est-ce que tu peux nous raconter un peu, si tu t'en rappelles? Ouais, ouais, bah ouais, carrément. Donc au départ, c'est une détection qui est départementale. Il y en a, je crois, 2 départementales, et ensuite, donc ils sélectionnent certains joueurs pour une sélection de 2 ou 3 jours, je crois, donc à Ploufragan, où les meilleurs joueurs régionaux viennent. Et donc là, pendant ces 2-3 jours, ils évaluent les joueurs. À l'époque, ils nous faisaient même faire une radio du poignet. Je sais pas si c'est encore autorisé aujourd'hui. Mais comme ça, C'était pourquoi la radio du poignet? en gros, c'est pour voir à quel stage de ta croissance tu es pour pouvoir prédire la taille que tu vas faire. Donc c'est surtout important pour mon poste de gardien de but, je pense. D'accord. Et donc cette détection, comment elle se passe? Ah bah pour moi, elle se passe pas bien parce que je me fais une entorse le premier jour. Et le problème, c'est que j'avais tellement envie de continuer et d'être vu que bah, j'ai essayé de forcer, sauf que j'avais mal. Et donc du coup, eux, on pensait que je jouais un peu la chochotte alors que ouais, j'avais vraiment mal. Et mais au final, bon, ils m'ont quand même pris. Et OK. malgré, de base, ma maman voulait pas que j'aille faire les tests parce qu'elle voulait pas que je parte en fait. Sauf qu'on lui avait dit que bah, de toute façon, j'avais aucune chance parce il y avait tellement de jeunes que la, la, ouais, la chance que je sois pris était vraiment infime. Et au final, quand j'ai été pris, bah, elle était obligée de dire oui, quoi. OK. Et ça, du coup, pour contextualiser par rapport à chez toi, parce qu'on parle souvent, de l'éloignement, c'était un club qui était à combien de temps de chez toi? Est-ce que c'était accessible, soit pour tes parents pour venir te chercher, soit en transport? Alors, c'est pas un club, hein. C'est organisé par la fédération. Donc en Mmh. fait, tu OK. vas là-bas, tu t'entraînes la semaine et le week-end, tu joues avec ton club. Donc moi, D'accord. je suis resté à jouer avec mon club de Lorient. Mais c'était donc à Ploufragan, c'est-à-dire à 1 heure et demie de chez moi. Donc en fait, avec les joueurs qui étaient autour de Lorient ou sur la route, eh ben, on s'organisait toutes les semaines pour faire les navettes. Donc la semaine, on s'entraîne, on est 16. Donc tu t'entraînes avec les meilleurs joueurs de ta région. Et le week-end, tu rentres chez toi. Donc ça te permet de t'entraîner tous les jours. Tu vas à l'école qui est juste à côté du centre. Tu as des horaires aménagés qui te permettent de t'entraîner donc soit le matin, soit à 4h30 l'après-midi en fait. Bah franchement, moi, c'est les 2 meilleures années de ma vie, hein. Maintenant c'est super, hein, tu progresses vachement au niveau foot. Mais je me suis rendu compte après que c'était peut-être pas forcément la chose qui te préparait le mieux à un centre de formation. Parce que tu es dans cet environnement où déjà, t'as pas vraiment de concurrence avec les autres gars. C'est tes potes, tu t'entraînes avec eux, mais tu joues pas avec eux le week-end. Tu te bats pas avec eux pour une place. Et quand tu arrives en centre de formation, bah, tu t'attends à vivre un peu la même chose, mais c'est complètement différent. OK. Et donc du coup, donc ça, c'était de 13 à 15 ans. À partir de 16, enfin, du coup, dans ta 15e ou 16e année, du coup, on t'invite à rentrer en centre de formation. Du coup, là, comment ça se passe? Est-ce que c'est pareil, c'est le même système avec des détections? Les détections, ils les font à ce moment-là plutôt sur le terrain, surtout quand tu viens d'un centre de préformation. Au centre de préfo, on avait des matchs tous les mercredis, soit des matchs en première contre deuxième année, soit des matchs contre le Stade Rennais par exemple ou le FC Lorient. Donc là, les recruteurs venaient pour un peu voir les joueurs, ou alors ils venaient le week-end.
dans nos matchs en club. Donc en gros, c'est des clubs qui viennent te démarcher, quoi. Et ça t'arrive à 14-15 ans. Donc ça, c'est un truc que moi, j'ai eu de la chance d'avoir des propositions assez rapidement. Mais j'ai des potes qui ont galéré, soit qu'on n'a jamais eu, soit qui les ont eu très tard. Et quand tu vois les autres qui signent, et c'est un peu ce que tu vois dans la Clairefontaine. Ouais, je sais pas si tu l'as vu. Ouais. Mais ouais, quand tu vois les autres qui signent et toi, tu es là à 14-15 ans, t'as donné 2 ans de ta vie pour ça à cet âge-là et tu signes pas et c'est ton rêve qui commence à t'échapper. C'est dur pour certains, ouais. Ah, tu m'étonnes. Et du coup, toi, tu as eu des offres assez rapidement de la part de quel club? J'ai eu une offre de Guingamp qui est venue assez vite. Et ensuite, le Stade Rennais. Et quand j'ai eu une offre du Stade Rennais, mon choix était fait. Parce que, voilà, c'était un des meilleurs centres de formation de France à l'époque. Ça l'est toujours d'ailleurs. D'Europe même. Mais avec un monsieur, donc Patrick Rampillon, qui est une pointure en France. Donc, quand j'ai eu la chance de lui parler, qu'il m'a exposé un peu sa vision des choses, ouais, là, j'avais pas de doute. Merci à Pierre pour cette première partie introductive. Il y aura une deuxième partie un petit peu plus tard dans l'émission. Revenons donc à notre sujet principal, qui est le sujet de la formation. Pourquoi j'ai choisi ce sujet de la formation en France, sachant qu'on est dans un podcast où, à la base, on s'attaque aux problèmes un petit peu systémiques du football français, mais de manière bienveillante, je dois le concéder, et qu'aujourd'hui, la France est réputée pour être un des pays les plus formateurs au monde. On est notamment reconnu pour être le pays qui exporte le plus de joueurs à l'international. D'après le CIES, on a 7 des 20 meilleurs centres de formation en France, du Big Five, qui sont en France, qui sont des clubs français, je vais y arriver. Bref, autant d'arguments qui laissent penser que la formation française va bien, et pourtant, quand on entre un petit peu plus dans les détails, on peut observer qu'il y a des maux qui persistent depuis plusieurs années et qui nuisent un petit peu au développement du foot français, et à terme peut-être qui permettront à la concurrence, notamment de nos voisins européens, de se rapprocher de nous. Et donc pour commencer cette émission, j'aimerais qu'on parle tout d'abord du personnage central quand on parle de formation, qui est évidemment l'éducateur. Alors c'est intéressant parce qu'on a là pour le coup on a 2 profils différents. Olivier, toi à la base tu étais éducateur. Adrien, je pense que tu as la chance d'en côtoyer de manière assez régulière avec le podcast du Formation Football Club. Est-ce que vous pourriez me donner chacun aujourd'hui votre définition personnelle de qu'est-ce qu'un éducateur? Question un peu large pour commencer. Olivier, je pense que ça peut être intéressant de commencer par toi. Alors, quand on dit éducateur, on s'intéresse à qui? Je crois qu'il faut dissocier déjà ceux qui travaillent qui officient, on va dire, dans les structures amateurs ou dans les structures professionnelles. Mais de manière générale, comme ça, j'ai envie de dire qu'un éducateur, c'est déjà quelqu'un, c'est un accompagnateur. Qui doit être, je pense, au service du projet des enfants, des plus grands, des filles ou des garçons qu'il a sous sa responsabilité, j'ai envie de dire, et qui doit accompagner le mieux possible en essayant de s'épanouir, et puis d'éventuellement d'atteindre ce que je disais, leur plus haut niveau. Ce qui ne veut pas dire que, et c'est malheureusement le cas dans beaucoup de cas, le plus haut niveau. Oui, il y a quelque chose d'intéressant dans ce que dit Olivier. Je pense que la formation, être formateur, être éducateur, c'est une histoire de patience. C'est vraiment prendre un jeune joueur et par essence un adolescent, quelqu'un qui n'est pas encore totalement fini, qui va grandir, qui a ses doutes par rapport à l'adolescence, à la préadolescence. Et forcément, tu dois l'accompagner. La formation, c'est pas du tout un truc linéaire, mais en même temps, je pense que c'est quelque chose d'assez formidable. C'est de pouvoir enseigner quelque chose à de jeunes joueurs, de pouvoir vraiment leur inculquer à la fois des valeurs, des principes aussi tactiques, de les faire progresser, de les mettre dans différents rôles, dans différentes situations. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que la figure de l'éducateur est de plus en plus reconnue et respectée, parce qu'on s'est rendu compte, je pense en France, que on a sorti beaucoup de très bons joueurs, que toute l'Europe nous les envie, toute l'Europe les veut tout simplement, que ce soit en Allemagne, en Angleterre et même en Espagne, en Italie. Le jeune joueur français a toujours eu une cote
formidable, et elle n'a jamais été aussi haute que ces dernières années. Donc voilà, je pense que si ça se passe aussi bien, c'est parce que derrière, il y a eu de très très bons éducateurs qui ont été là pour leur donner les clés et on va dire le bagage à la fois technique, tactique, et même j'ai envie de dire ce côté un peu de s'adapter en toutes circonstances, parce que forcément on joue pas pareil en Allemagne qu'en Angleterre ou qu'en Liga. Donc voilà, je trouve que la figure de l'éducateur, je le sens comme ça, elle est de plus en plus reconnue et surtout importante, c'est-à-dire qu'un éducateur maintenant dans un club, c'est devenu vraiment une figure sur laquelle on compte. On a tendance souvent à distinguer l'entraîneur et l'éducateur. Alors moi, j'ai un peu de mal à percevoir cette différence parce que pour moi, l'entraîneur est par essence éducateur. Du coup, j'aimerais savoir comment est-ce que vous faites le distinguo? Est-ce que c'est quoi? C'est juste une question de niveau? C'est une question, d'âge des joueurs entraînés? Comment vous faites le distinguo? Pour moi, il n'y a pas de distinguo. Qu'on soit au plus haut niveau ou au plus bas niveau, qu'on soit avec des petits ou des grands, qu'on soit avec des adultes, des pros, des amateurs, le rôle de l'éducateur, de l'entraîneur, le formateur, je sais pas ce qu'il faut dire, il est toujours le même. Il faut essayer d'accompagner les gens avec qui on fonctionne vers le plus haut possible, vers le plus haut niveau possible. D'accord. Quand j'entends les déclarations de Xabi Alonso, qui en arrivant au Bayern de Munich, donc en sortant de la période Real, puis avant Liverpool, puis encore avant Real Sociedad et compagnie, et qui dit que à 30 ans passés, il avait appris encore des choses au Bayern de Munich. Bon, moi, je trouve qu'il faut faire preuve un petit peu d'humilité et dire que on est toujours sur la formation, en fait. C'est d'ailleurs, de mon point de vue, une des caractéristiques de l'être humain, c'est que on apprend jusqu'au dernier jour, finalement. OK, ouais, donc pas de distinguo précis entre entraîneur et éducateur, c'est plus une question. En tout cas, sur la fonction. OK. Après, évidemment, sur la manière de le mettre en Oui, place, bien sûr, bien sûr. bien évidemment, là, il faut faire la distinction. Mais d'un point de vue philosophique, j'ai envie de dire, je suis pas sûr qu'il y ait de grosses différences. OK. Olivier, j'ai une question pour toi parce que, on s'est appelé, la semaine dernière pour organiser une émission et tu m'avais dit que tu avais écouté, donc notre première émission de la table ronde avec, Thibaut Leplat et Brieux Ferraud et il y avait un des points sur lesquels tu étais pas forcément d'accord avec Brieux, c'est quand il disait que les joueurs étaient bien accompagnés. Alors pour le coup, moi je pense qu'il disait plus ça par rapport à toutes les équipes qui peuvent entourer des joueurs à un plus haut niveau, en termes de communication, d'image et cetera. Mais, ça me permet justement de rebondir, par rapport au métier d'éducateur, puisque toi tu insistes vraiment sur le fait que l'éducateur doit être un accompagnateur pour le jeune. C'est ça? Ouais. Mmh. Mais de plus en plus, alors si je prends le cas comme l'a dit Adrien, de la formation française, de plus en plus quand même le jeune, je prends le cas des jeunes parce que là c'est ce qui semble être le cœur du sujet, ils sont quand même relativement isolés, c'est-à-dire que l'entraîneur, alors même s'il a, alors déjà ça a beaucoup changé par rapport à quand moi j'étais joueur, voilà, il y a un entraîneur des gardiens, il y a un numéro un, on va dire, un entraîneur principal, un adjoint, dans le meilleur des cas, un préparateur physique, dans le top des cas, un analyse vidéo. Les joueurs, après, ils sont quand même, moi je trouve, pas mal livrés à eux-mêmes. Donc déjà, je trouve qu'il faut re-questionner ce terme de formation. Je suis pas sûr qu'il soit très adapté. Alors, il se passe des choses très bien en France, hein. Il y a des clubs, je pense à Lyon notamment, ou Lorient, ou d'autres clubs qui mettent Mais vraiment des j'ai l'impression choses. que c'est toujours les 2 seuls exemples qui reviennent, Lyon et Lorient. Ouais, alors moi je parle de ce que je connais, les autres je les connais pas tous, mais pour avoir observé quand même pendant 2 années complètes tous les clubs de France et voir un peu à l'étranger et surtout de voir d'un jour sur l'autre la différence qu'il peut y avoir entre l'accompagnement qui est mis en place aux Pays-Bas par exemple et en France sur les jeunes joueurs en termes de tutorat à l'intérieur des clubs, sur le terme de retour vidéo sur la performance, sur le thème d'accompagnement sur la nutrition, sur le terme d'accompagnement sur tout le travail athlétique préventif, enfin, etc., etc. Moi, je trouve que d'une manière générale, il y a bien évidemment des exceptions, mais le joueur français, il s'en sort parce que pas un super-héros, mais c'est un survivant. Donc, quand on dit que la France, elle forme très bien les joueurs, la France, je trouve qu'elle a comme depuis les années 50, c'est-à-dire qu'elle est très forte pour organiser la compétition. Aujourd'hui,
Les compétitions, qu'elles soient au niveau régional, national, sont extrêmement bien organisées. Le territoire, d'un point de vue des détections, sélections, etc., est extrêmement bien maillé. À cela s'ajoute le réseau des pôles espoirs, qui est un petit peu d'ailleurs en concurrence avec les structures de préformation, voire de formation des clubs professionnels, qui font que aujourd'hui, peu de joueurs, je pense, passent au travers des mailles du filet. Bon, voilà. Après, quand on a des équipes qui utilisent 45-50 joueurs sur une saison de championnat national, moi, j'appelle pas ça de la formation, de mon point de vue. Alors, on est plutôt sur du formatage, voire de l'élevage en batterie, que sur de la formation, ou comme on l'a dit en introduction et comme l'a très bien dit Adrien, c'est-à-dire que voilà, on est là pour accompagner le joueur, etc. Donc derrière, il y a une espèce d'idée d'un travail un peu artisanal, je pense, puisqu'on est tous différents, les joueurs sont tous différents, les joueurs sont tous différents. Quand en plus vous rajoutez des gens qui viennent de cultures différentes, de régions différentes, on peut pas, enfin, on est obligé de faire du sur-mesure. Et aujourd'hui, il me semble que même si la figure de l'éducateur, elle est reconnue, je trouve que dans beaucoup de structures, il est quand même seul l'éducateur et qu'on lui demande beaucoup de choses. Ce truc d'accompagnement que tu dis, Olivier, je pense qu'il y a pas mal de clubs qui, en France, aujourd'hui, réfléchissent justement à améliorer ça. Je prends l'exemple, moi, de Toulouse. J'ai eu l'occasion d'échanger avec le directeur du centre de formation, qui lui me disait, bah, c'est vrai que on a conscience qu'on est un tout petit peu en retard par rapport à d'autres pays, même d'autres sports en France. Lui, il me disait que voilà, il venait du monde du rugby et sur l'accompagnement vraiment personnalisé des joueurs, il réfléchissait à vraiment leur donner toutes les clés possibles pour qu'ils puissent se sentir bien. Il me disait, bah, par exemple, nous, on a envie de faire des salles de yoga, de méditation pour améliorer l'aspect mental, sur l'aspect vraiment de comment le joueur peut se sentir lui-même par rapport à ses performances sur le terrain. Il propose des grilles d'auto-évaluation où, après chaque match, le joueur va dire bah, qu'est-ce que j'ai bien fait, mal fait, et voilà, revenir un peu sur ça avec l'éducateur, avec les responsables du centre. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une vraie prise de conscience sur comment on peut faire, parce que tu as cité, je crois, l'exemple des Pays-Bas. Je crois qu'en Scandinavie aussi, justement, sur le principe vraiment de tout bien encadrer, c'est-à-dire que on va prendre le joueur, mais c'est pas seulement le sportif, c'est aussi l'être humain, c'est ce qu'il réalise à l'école, c'est son développement en tant qu'être humain, sa sociabilité, et voilà, c'est vrai qu'on a du retard, mais j'ai le sentiment qu'on essaie de progresser. Alors c'est peut-être pas encore assez prononcé à tous les étages, mais j'ai le sentiment qu'on va vers le bon chemin en France. Moi, oui, probablement. Alors, j'ai oublié Toulouse, effectivement, qui est t'as bien fait, Adrien, de le rappeler, qui est un club, alors, au-delà du fait que c'est un club qui a une résonance particulière pour moi, c'est effectivement un club mais qui est un petit peu novateur. Déjà, rien que sur le choix de celui qui coordonne la direction du centre, qui n'est ni issu de la Fédé, ni même issu du football. Je trouve que c'est un positionnement qui est intéressant. On connaît tous aussi le parcours de leur président, etc. Moi, enfin, on le voit quand même, quoi. Alors, en France, on a aussi l'affaire Mediapro qui a impacté tous les clubs assez fortement. Mais pour parler d'un exemple que je connais bien, le FC Barcelone, dont tout le monde connaît aujourd'hui les difficultés économiques, sportives, financières, politiques, etc. Malgré toutes les pertes économiques, etc., le seul versant sur lequel le club n'a pas enlevé un seul centime, c'est la formation. Et là, je parle des équipes qui sont à minima, il y a 7 ou 8 personnes. 7 ou 8 personnes. Aujourd'hui, en France, quand on parle de ça, enfin, c'est impossible pour les clubs français. Alors, c'est impossible parce que la surface financière n'est pas la même, etc. Mais on a aussi le défaut de nos qualités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour moi, on est un peu le Brésil de l'Europe. C'est-à-dire qu'on a énormément de joueurs avec beaucoup de qualités, des profils très différents. Et on peut malheureusement se permettre de perdre des gens en cours de route, sur le chemin qui mène vers le haut niveau. Là où enfin, je prends un pays comme la Croatie où ils sont 4 millions d'habitants, peuvent pas se permettre de perdre ne serait-ce qu'un seul
un seul garçon ou une seule fille. Quand on voit le cas de Erling Haaland, là, qui nous parle de son expérience dans son club de Norvège, où les 16-17 mômes qui étaient ensemble depuis le début, à 17, 16, 17 ans, les mômes étaient toujours là, toujours les mêmes, et qu'il y en a 4 ou 5 aujourd'hui qui sont professionnels, dont 2 ou 3, je crois, qui jouent avec des champions. Moi, je trouve que ça interroge. Ça interroge vraiment. Est-ce que c'est pas un problème culturel? C'est-à-dire que dans ces pays-là, on sait que il y a toujours ce côté très solidaire, beaucoup d'entraide, etc., de partage. En France, on n'a pas trop ce côté-là. On a beaucoup, enfin, je veux pas faire de généralité un petit peu bas de gamme, mais on a quand même une mentalité, je sais pas, assez carriériste, assez individualiste aussi. Et du coup, forcément, peut-être que c'est pas forcément ancré naturellement dans la culture française et que du coup, ça se ressent un petit peu sur les formations. Probablement, mais on a aussi un problème, je trouve, un peu philosophique ou de méthodologique. Le Portugal, c'est un petit peu plus au sud que la France. Oui, c'est vrai. Ils sont un peu moins que la seule région parisienne, et on voit le nombre de joueurs qui émergent de ce territoire. Alors, peut-être qu'ils ont beaucoup de chance, mais enfin, ça dure quand même depuis 30 ans, leur histoire. Et nous, on a, je pense, pris un virage ou des virages il y a quelques années par le biais d'anciens DTN où alors on a un problème de culturel, etc. Mais on a aussi un problème qui est lié on a un rapport au savoir qui est un peu étrange. Là où tous les pays rapprochent les universitaires et les fédérations, nous, j'ai l'impression qu'en France, on les a un peu séparés. Alors, c'est pas vrai partout, mais d'une manière générale, c'est un peu ça qui ressort. On a un petit peu peur de l'autre et chacun protège son précaré. Moi, j'ai été professionnel, toi, tu es universitaire, donc l'un ne peut pas parler à l'autre, etc. Je suis pas certain. Ouais, pardon, vas-y, Adrien. Non, non, bah, ce que dit Olivier, je pense que c'est vraiment le cœur du problème, c'est le cœur du réacteur finalement en France. C'est qui dirige normalement les grands principes, les grands idéaux de la formation. Ça vient de la fédération, ça vient de la DTN, qui impulse une ligne directrice. Et j'ai l'impression que on a pas mal d'années de retard. On n'ose pas finalement aller vers de nouveaux progrès parce que ces progrès-là, ils viennent des clubs, comme l'a dit Olivier, avec Lorient, Lyon. Lyon, c'est vraiment quelque chose d'assez pionnier, qui est vraiment à sa propre philosophie de formation, qui a réfléchi beaucoup avec des personnes comme Pierre Sage sur la méthodologie, comment faire que les joueurs progressent en ayant, on va dire, des caractéristiques un peu différentes, en étant un peu challengés au cours de leur formation, que leur parcours soit pas linéaire, mais que derrière, quand ils arrivent en équipe première ou ailleurs dans le monde professionnel, ils aient le bagage pour réussir un peu partout. Et on est un peu un cas unique en France, c'est que voilà, la volonté de changer les choses au niveau de la formation, elle vient des clubs. Et j'ai pas l'impression qu'on se dirige vers la révolution qu'a fait le football allemand par exemple, qui a vraiment changé ses principes de travail, par exemple le football de rue, le futsal, qui sont arrivés vraiment au cœur des années 2000 pour apporter d'autres qualités techniques aux jeunes joueurs. En France, j'ai l'impression que c'est figé dans le marbre et que comme l'a dit très bien Olivier, chacun reste un peu dans son coin, défend ses petits intérêts et n'ose pas aller vers un peu ce qui peut paraître pour eux du danger, alors que c'est tout simplement de l'innovation, de l'évolution, et c'est regrettable, ouais. Bon, ce qui est bien, c'est que moi, j'ai tendance à penser qu'un bon podcast, c'est un podcast où je fais peu de transition. Donc là, c'est bien, vous avez été directement à l'endroit où je voulais aller en parlant de la DTN, puisque c'était exactement ça dont je voulais parler. Après, pour mettre Vas-y. un bémol, il y a des gens à la DTN qui sont hyper compétents, qui sont hyper brillants, des CTR dans les régions qui sont des vrais techniciens. Et je trouve ça dommage qu'on se coupe de gens comme ça. Je pense à Chris Carling, par exemple, qui est à la Fédé, etc., qui a fait entre autres, je pense à lui, entre autres, mais il y en a d'autres. Je trouve ça dommage que ces gens-là aient pas, aujourd'hui, en tous les cas, ou en tout cas pas à mon modeste niveau, l'image et la place pour défendre leurs idées. Mais peut-être que c'est le cas, hein, mais moi, de ce que je vois de ma fenêtre, mais je vois je pas suis ça complètement aujourd'hui. d'accord avec toi. Et d'ailleurs, tous les retours que j'ai pu lire sur la DTN, etc., c'est qu'effectivement, il y a une véritable fracture qui s'est faite entre le monde de la formation, donc que ce soit les centres de formation, les éducateurs dans les clubs, etc.,
et la DTN et la façon de transmettre la connaissance de la DTN. Messieurs, on va mettre un petit peu en stand-by cette partie sur la DTN et on va se replonger un petit peu dans l'histoire de Pierre. On reviendra un petit peu plus tard dans la deuxième partie de l'épisode justement sur les solutions qu'on pourrait adopter justement pour promouvoir et encourager d'autres formes de formation en France à travers la DTN, peut-être envisager d'autres solutions. Mais je voulais revenir un petit peu sur l'histoire de Pierre parce que c'est vrai qu'il a vécu une expérience qu'il n'a pas forcément très bien vécue et on en revient un petit peu à ce que tu disais Olivier sur justement l'accompagnement et le fait que ces jeunes soient très très peu accompagnés. Voilà, Pierre il a vécu ça notamment quand il est arrivé en centre de formation à Rennes et je trouvais ça intéressant d'avoir son expérience avant de continuer cette conversation. Donc je recontextualise rapidement. À ce moment-là, tu sors du centre de préformation de Ploufragan. Tu as 2 offres de centre de formation de la part de Guingamp et de Rennes, et tu fais le choix de partir vers le Stade Rennais. Du coup, là, tu te retrouves à l'âge de 15 ans, 16 ans, c'est ça, à peu près? 15 ans, je crois, si. Ouais, c'est ça, 15 ans. Voilà, et du coup, ça dure 2 ans. Comment ça se passe? Ouais, 3 ans. Vraiment pas forcément bien, pour différentes raisons. Je pense que j'ai eu toujours du mal, moi, à, à gérer mes émotions avant les matchs et même à un moment donné à l'entraînement où j'étais super crispé. À cause de ça, je pense que déjà ça s'en ressentait sur mes performances. Mmh. Et aussi sur mes blessures, j'ai eu beaucoup de blessures, euh, surtout musculaires. Beaucoup de contractures, des déchirures, etc. Et je pense que c'était beaucoup dû au fait que je sois très crispé. Mmh. J'ai dû être blessé quasiment la moitié du temps en centre de formation. Ah ouais, ok. Donc ça aide pas. Et ouais, comme je te disais, j'étais jamais, ou en tout cas au début, pas libéré quand je jouais, quoi. Et ça s'en ressentait. J'ai eu un déclic plus tard, mais ouais, à ce moment-là, c'était un truc que j'avais du mal à faire. Et c'est vraiment un de mes regrets, c'est que j'ai pas, soit moi j'ai pas su, ou alors le club le faisait pas, je sais pas, mais j'ai pas été accompagné sur le plan de ma gestion d'émotions. Toi, tu l'as vraiment ressenti, ce truc-là de manque d'accompagnement par le club? Même si c'est vrai qu'à Rennes, ils étaient, je pense, un peu en avance et ils y accordaient de l'importance. On avait un psychologue qui était là, qui venait une fois par semaine. Donc on pouvait aller le voir si on voulait. Et bah, moi, j'ai utilisé ça et ça m'a un petit peu aidé. Mais ce qui me posait problème, c'était vraiment l'approche des matchs. Je pense que je me mettais une pression trop grosse. Et bah, le psychologue, c'est pas forcément son rôle de faire ça. Et je pense que quand tu vois les pros, ils s'entourent souvent de gens comme ça qui les aident à approcher les matchs. Et c'est vrai qu'en centre de formation, je pense que ça pourrait aider certains joueurs d'avoir une cellule comme ça autour d'eux qui puisse les aider très jeunes à gérer leurs émotions. Ouais, parce que bah, tu en as parlé un tout petit peu déjà avant, mais et du coup, je pose la question pour embrayer sur un autre sujet après, mais du coup, t'avais déjà un contrat, donc à l'âge de 15 ans. C'est un contrat, alors pas tu pas obligé forcément de nous dire de chiffres et cetera, mais du coup, c'était un contrat où tu étais rémunéré? Oui. OK, et dans ton contrat, comme dans tout contrat professionnel aujourd'hui, est-ce que tu avais des objectifs fixés? Des objectifs de performance? Des objectifs, non. Non? Par contre, il y avait des primes, par exemple pour une sélection en équipe de France OK. ou des choses comme ça. Bah, donc ça, c'est des choses qui peuvent forcément te mettre un petit peu de pression, non? Ouais, Toi, tu l'as senti comme ouais, ça ou bien pas du sûr tout? que ça met de la pression. Surtout quand toi tu te mets des objectifs dans ta tête aussi qui sont élevés et que tu arrives là et que tu vois que ah bah oui, bah j'ai été le meilleur dans mon club avant, mais là, là je suis comme les autres, quoi. Ouais, OK, et bah, ouais, non, mais du coup, moi, c'était enfin, du coup, ma question, par rapport au contrat et cetera, c'était pour ouvrir sur un sujet de parce qu'on se rend pas forcément compte aujourd'hui quand on parle de gamins de 16 ans qu'en fait, aujourd'hui, il y a déjà énormément de pression même à l'âge de 15-16 ans, quoi, et alors toi, je sais pas quel était ton contexte, personnel, familial à ce moment-là, si ça allait et ça se trouve, ça allait et du coup, c'était forcément peut-être plus facile d'appréhender les choses. Mais il y a aussi des gamins dans lesquels ils sont dans des contextes, familiaux qui sont pas faciles, quoi. Ouais, non, et c'est ça qui est aussi dur à appréhender même quand toi tu y es.
c'est qu'il y a des gens qui viennent de milieux mais complètement différents, quoi. Et du coup, vous n'allez pas tous réagir pareil. Et, et, et pour ça, c'est que c'est vrai que tu peux te sentir un peu seul dans un centre d'information parce que tu vis la même chose, mais pas, tu le ressens pas vraiment pareil parce que tu viens d'endroits complètement différents. Et c'est vrai que ça peut être dur à gérer aussi. Du coup, la pression, tu la vis pas pareil. Ouais, bah, c'est exactement ça que vers quoi je voulais aller, quoi. Du coup, bah, on continue un petit peu, l'histoire, de manière, chronologique. Tu finis cette préformation, de 3 ans à Rennes. Tu vas quand même jusqu'au bout de ton contrat? Ouais, ouais, bien sûr, ouais, je vais jusqu'au bout de mon contrat. Et j'ai malheureusement, donc je commence à mieux jouer un petit peu à la fin de ma deuxième année et poum, je me repète pour 5 mois euh, en me faisant sur le même tournoi, en me faisant les deux quadrilles. Et donc là, à ce moment-là, je me dis, bah ouais, c'est mort, quoi. Et je reviens quand même bien. Et je vais en détection, je crois, en mars de ma dernière année. Donc là, j'envoie des CV un peu partout. Je vais notamment à Nancy, à Clermont, à Valenciennes, à Angers. Et là, bah, c'est un moment qui est vraiment pas dur à vivre pour les jeunes joueurs qui ne sont pas regardés dans les centres de formation. C'est que, en gros, tu as fait tout ce que tu pouvais pendant 3 ans. Euh, bon, t'as des potes qui sont gardés pour des contrats stagiaires pro ou des contrats pro, et toi, bah, faut tout refaire, quoi. Faut essayer de convaincre quelqu'un d'autre que tu vaux le coup. Et, euh, et je pense que c'est aussi pas facile pour tout le monde. Moi, je me souviens que déjà, ça coûtait assez cher hein, de prendre le train, d'aller un peu partout faire des détections. Bah, t'as certains clubs qui t'aident à payer, mais à ce moment-là, donc c'était un peu après la crise et les clubs français faisaient plein d'économies. Donc, en général, ils t'aidaient pas à payer tes déplacements. Donc, j'ai fait plusieurs détections. J'ai eu la chance d'avoir des propositions de Nancy et Angers. Et après, voilà, j'ai décidé d'aller à Angers, bah, d'une parce que c'était plus proche, et de deux parce bien qu'il m'offrait à ce moment-là moins d'argent, il m'offrait un contrat stagiaire pro qui est de 2 ans et qui montrait vraiment qu'il comptait sur moi, quoi. Le club venait de se faire agréer en centre de formation, donc c'était les premiers contrats stagiaires qu'ils proposaient à l'époque. On est 4 à en avoir reçu. Donc il y avait OK. Ludovic Ajorc, il y avait Ah ouais, Nicolas Pépé qui arrivait de Poitiers, et il y avait donc mon pote qui jouait à Rennes avec moi, d'accord. Quentin Donnet. Trop cool. Donc voilà, après ça, donc à la fin de cette saison-là, ce qui est marrant, c'est que du coup, comme le club à Rennes ne me gardait pas, j'ai fini la saison en U19 B, qui était à l'époque en DRH en Bretagne, donc en deuxième division régionale. Et, j'ai fait la reprise quelques mois après avec les pros, donc en Ligue 2 à Angers. Donc c'était un choc, là. Ah ouais, un petit choc, ouais. Et alors cette expérience-là, comment tu l'as vécue? Ah, c'est incroyable de faire toute la prépa avec eux, etc. Tu es là avec des grands yeux et puis tu essayes d'emmagasiner le plus de choses. Surtout que bah, à l'époque, à Angers, le gardien titulaire, c'était Grégory Maliki. Donc un gardien qui a joué contre le Milan AC, qui a 20 ans de carrière professionnelle. Donc tous les jours, tu apprends des trucs, quoi. Et ça, c'est incroyable. Après, bon, malheureusement pour moi, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que j'avais été recruté par l'entraîneur des gardiens des pros et par les gens qui étaient en place à ce moment-là. Sauf il y a un directeur de centre qui a été nommé après que j'ai été recruté. Et donc forcément, quand tu as quelqu'un de nouveau qui arrive et qui t'a pas choisi, s'il t'aime Le pas, syndrome bah le syndrome Nicolas Douchez au c'est PSG? Qui est ouais, arrivé et c'est 2 vrai mois que après, il y a c'est un QSI peu qui est ce qui s'est arrivé, passé. ils ont chopé Sirigu. C'est exactement ça. Ouais, donc ouais, c'est ça qui est un peu dur avec le foot aussi, c'est que euh, tu peux t'engager dans un environnement et quand tu arrives, l'environnement est complètement OK, différent, et quoi. comment ça s'est matérialisé du coup? Qu'est-ce qui s'est passé? Il t'a Ah bah, c'était au moment où Le Mans était en dépôt de bilan. Donc du coup, les jeunes joueurs du Mans étaient libres.
Et du coup, il est allé chercher directement un autre gardien au Mans, alors que je venais de signer, moi. C'était un gardien qui avait des sélections, une sélection, je crois, en équipe de France, mais qui avait un an de moins que moi. Et donc là, tu avais signé un contrat de 2 ans en apprenti, c'est ça? En stagiaire? En stagiaire pro, ouais. OK, et du coup, comment se sont passés ces 2 ans? Pas très bien, du coup, je suppose? Déjà, j'ai fait qu'1 an. Ah, OK. Ouais. Non, la prépa avec les pros s'est très bien passée, donc à ce moment-là, le club comptait vraiment sur moi. Le début de saison s'est plutôt bien passé aussi, et puis au bout d'un moment, quand ce gars-là est arrivé, j'ai pas joué pendant 4 mois. Sans trop d'explications, juste comme ça, alors qu'il venait de me faire signer un contrat de 2 ans. Pendant 4 mois, j'ai pas joué. Donc en janvier, mon pote qui avait signé stagiaire pro aussi, qui venait de Rennes, ne jouait plus non plus. Il est parti, il a rompu son contrat. Il est retourné chez lui. Et moi, à ce moment-là, j'étais déjà pas bien épais, mais j'avais perdu 5 kilos. J'essayais en plus, tu vois, d'aller à la fac. Donc, des fois, j'allais à la fac le matin et il fallait que je parte des cours assez vite parce qu'il fallait que j'aille m'entraîner avec les pros. Donc, j'essayais de faire un peu les deux. Ce que le club, au début, le club m'avait dit qu'il n'y avait pas de souci, qu'ils étaient d'accord. Donc, sauf que, du coup, ce nouveau directeur-là, il n'avait pas trop apprécié. Donc, mais heureusement que j'avais ça parce que moi, ça me permettait mentalement, en tout cas, de tenir le coup, quoi. Mais je me suis dit, bon, au niveau de la fac, ce que je fais, ça me plaît plutôt pas trop mal. Je me débrouille plutôt bien. Je prends plus de plaisir à jouer au foot. Le choix, il est vite fait, quoi. Ça sert à rien que je continue dans un truc qui me plaît pas. Et j'avais quelques potes, du coup, qui avaient tenté de l'aventure américaine, et c'est de là que c'est parti. Nous arrivons au bout de la première partie de cet épisode de la table ronde dédiée à la formation française. On espère que le format à la fois explicatif et à la fois narratif vous plaît. On revient évidemment très bientôt avec un deuxième épisode où on parlera évidemment de nombreux sujets comme le sujet de l'ancrage territorial pour la formation, du rôle de la DTN et aussi des solutions qu'on pourra mettre en place qui arriveront dans une troisième partie. Et du côté de l'histoire de Pierre, il reviendra sur son expérience mitigée à Angers, son rapport à ses différents entraîneurs et aussi le mal-être qu'il a pu vivre notamment quand il a signé son contrat d'apprenti stagiaire à Angers. Voilà, on espère que ce premier épisode vous aura plu. Nous on revient très prochainement avec la deuxième partie et sinon restez connectés parce qu'il y a plein d'autres épisodes qui sortiront prochainement sur 11e art. Allez, prenez soin de vous et sortez couverts. Ciao.